On va continuer avec Jean-Noël Charon, qui est en audio direct avec nous de Koblenz en Allemagne. Vive la technique, c'est pas grâce à moi. Et qui va nous faire un exposé, une petite conférence sur Guillaume-Emmanuel Guignard, le fils aîné de François-Emmanuel Guignard, ministre de Louis XVI, etc. Voilà. Jean-Noël, c'est à toi. Ok, bonjour à tout le monde. Guillaume-Emmanuel, le soldat du tsar. Malheureusement, je n'ai pas pu venir personnellement. Si j'étais venu, je vous aurais fait cet exposé en uniforme de la garde impériale russe, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Cette photo a été prise l'année dernière lors de la bataille des Nations à Leipzig. Donc pourquoi je porte cet uniforme? C'est-à-dire que je fais de la reconstitution, je fais partie, comme le était Guillaume-Emmanuel, de l'état-major du tsar. Alors, porter un uniforme d'officier de la garde, est-ce que c'est pas aujourd'hui devenu un problème de la garde russe? Eh bien moi je vais vous dire que non, dans le sens où c'est notre rôle d'expliquer ce que nous faisons. On ne peut pas faire de la reconstitution ou expliquer l'histoire sans expliquer l'autre partie, les autres personnes. Imaginez un roman policier où il n'y a pas de criminels parce que c'est pas bien d'en parler. C'est la même chose, c'est-à-dire que malgré mes convictions fortement démocratiques et républicaines, je fais partie de l'état-major du tsar. L'uniforme que je porte sur cette photo est un uniforme de commandant. C'est à peu près l'uniforme qu'a porté également Guillaume-Emmanuel, sauf que c'est justement le seul grade qui leur a sauté. On y reviendra. La garde, c'est une troupe d'élite, c'est-à-dire qu'un commandant de la garde, ça correspond à un colonel de la ligne. Alors, sur l'image suivante, vous voyez justement un chasseur de la garde et un officier supérieur. Alors, le chasseur, on va y revenir, il est en uniforme 1812. Cela se reconnaît notamment à son chapeau, le tchako, que les Russes appellent kiva. Et l'officier de la garde, c'est le même uniforme que le mien, sauf que l'officier supérieur, sauf que celui-ci est un officier de la ligne et non pas de la garde. À quoi cela se reconnaît? Ah, c'est des questions de détail. Ses épaulettes, l'intérieur est rouge et non pas doré. Alors, Guillaume-Emmanuel. Guillaume-Emmanuel est né à Constantinople le 4 mars 1776. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, je vois pas là si tu as tourné l'image, Lucien. Oui, c'est bon. Ok. C'est qu'aujourd'hui encore, sur le bâtiment du consulat français à Istanbul, il y a les armes des comtes de Saint-Prix. Alors, vous avez déjà parlé de François-Emmanuel et le fils n'est rien sans le père. C'est-à-dire que sans toutes les relations de François et Emmanuel, nous ne pourrions pas parler de Guillaume-Emmanuel aujourd'hui et de ses exploits. Il faut savoir que dès 1779, François-Emmanuel avait déjà établi des liaisons importantes avec les Russes, notamment grâce à son intermédiaire lors du traité de Aïn Ali Kavak, qui permettait à la Russie et à la Turquie d'avoir un état de paix. Guillaume-Emmanuel a des grands-parents qui sont saxons et autrichiens d'un côté, français de l'autre. Il apprend l'allemand, son grand-père insiste pour qu'il apprenne l'allemand. En plus, ses nourrices sont grecs et turcs. Et donc, c'est quelqu'un qui sera de bonne heure intéressé aux langues et qui développera ces langues également par la suite. En 1785, son père est rappelé en France et toute la famille repasse sur la France. Lorsqu'il passe au château de Saint-Priest, il a un commentaire qui est assez intéressant que j'ai extrait d'une revue du Cercle, de ses mémoires. La terre de Saint-Priest où nous passâmes en sortant de Lyon ne m'a laissé qu'un souvenir de terreur. Un revenant qui venait tirer la couverture de ceux qui couchaient dans notre château et dont on eut soin de me raconter l'histoire m'empêcha de dormir une partie de la nuit et le lendemain matin pour me refaire, nous fîmes une promenade dans une longue avenue sablonneuse où j'enfonçais jusqu'aux genoux, ce qui acheva de me donner l'aversion pour l'antique manoir de mes ancêtres. Alors Guillaume-Emmanuel, il va pas avoir beaucoup d'autres problèmes avec ce château puisqu'il ne reviendra pas, son histoire ne lui permettra pas. Suite à ce passage, la famille continue à monter sur Paris où Guillaume-Emmanuel est mis en pension. Puis à la Révolution française,
où son père, François-Emmanuel, devient ministre de la Maison du Roi, donc un des plus importants ministres de Louis XVI, Guillaume Emmanuel et Armand sont envoyés faire leurs études à Heidelberg en Allemagne. Alors, il faut d'un côté savoir que la noblesse aimait bien envoyer ses enfants faire des études à l'étranger, entre autres pour approfondir les connaissances, mais qu'en plus, c'était l'occasion de les mettre à distance des événements de la France. Alors, Guillaume Emmanuel apprend entre autres les mathématiques, car il veut devenir officier, et entre autres dans l'artillerie, et il faut donc les mathématiques, entre autres. Et il va le faire, un exercice de mathématiques, où la couverture que vous pouvez voir, il a fait cet exposé en 1792, et ce document est encore conservé à la bibliothèque de Heidelberg. Entre-temps, ses parents ont également émigré et se sont installés en Suède. Lui, après son examen en 1792, va passer à l'armée de Condé, qui est à Worms, sur le Rhin, et va faire ses premières campagnes. Alors, il n'a que 16 ans. 16 ans, ça signifie qu'il a le droit de s'engager lui-même à l'armée. Sous les rois, la majorité pour entrer à l'armée, c'est 16 ans. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est l'âge légal pour l'époque. C'est sa première expérience militaire. Alors, la campagne de Condé en Alsace en 1792, elle est rapidement avortée par les Autrichiens et ils doivent se retirer sur la rive droite du Rhin. Suite à la défaite des Prussiens à Valmy, l'armée de Condé est restructurée et Guillaume Emmanuel la quitte. Alors, il passe l'hiver en partie avec son frère à Heidelberg, mais surtout en Suède avec ses parents. Et son père, lui, organise alors un nouvel engagement. Son père a des contacts avec la grande Catherine de Russie, la tsarine, sachant qu'elle ne reçoit pas l'envoyé de la République française, mais reçoit François-Emmanuel de Saint-Prix. Et donc, Guillaume Emmanuel peut rentrer le 14 février 1793 comme lieutenant dans le corps des cadets de l'artillerie russe, et il va également apprendre le russe. Alors, l'image que je suppose que vous voyez maintenant, c'est une image contemporaine d'un cadet de l'artillerie russe. Il habite pendant ce temps à Saint-Pétersbourg, où est l'école des cadets de la garde. Chez les Kachelov, ce sont des amis de la famille. Il faut savoir que les relations de son père vont lui permettre sans arrêt d'aller voir des gens et de rarement être à la caserne, mais toujours beaucoup mieux logé. En 1795, il quitte l'école des cadets et passe dans le régiment de la garde Seminovski. Il y a c'est l'image que vous devriez voir maintenant, il y a 3 régiments de la garde en Russie. Ce sont les régiments de Preobrazhevski, de Seminovski et de Ismailovski. Les uniformes qui sont représentés sur ce document sont des uniformes de 96-97, donc tout à fait à l'époque où Guillaume Emmanuel rentre dans la garde, puisqu'il devient lieutenant dans la garde Seminovski en 1795. En 1796, par contre, il obtient un congé et fait un voyage avec son père. Alors déjà, on voit qu'ils arrivent très facilement à se prendre des congés de l'armée. Il passe à Moscou, en Ukraine, à Vienne, donc en Autriche-Hongrie, chez des connaissances de son père un peu partout, et cela lui permet d'approfondir ses relations, notamment diplomatiques. Puis il s'en va seul vers Bratislava et enfin à Constantinople, chez son oncle. Entre-temps, la grande Catherine de Russie est décédée et pour le couronnement de Paul Ier, le 17 avril 1797, Guillaume Emmanuel repart en Russie. Alors, il est nommé capitaine, sans autre forme de procès, toujours dans la garde. Il se lie d'amitié avec le grand-duc Alexandre, le prince héritier, et commandant du régiment de Seminovski. Mais Paul Ier est un tsar très colérique. Si bien que Guillaume Emmanuel doit quitter la Russie, car Paul Ier a pris de l'ombre de l'amitié de Guillaume Emmanuel et du tsarovitch Alexandre. Guillaume Emmanuel se rend alors à l'état-major de l'armée des émigrés auprès du duc d'Angoulême. Et tant qu'à reprendre du service auprès de l'armée des émigrés, autant le faire par le haut. Il participe à la dernière guerre de la Révolution contre le général Moreau en Bavière et se bat du côté de Rosenheim, qui est la dernière bataille du corps des émigrés. Car en 1801, ce corps est dissous. 1801, c'est également le 23 mars, pour être précis, la date de l'assassinat de Paul Ier. Paul Ier, qui d'abord avait été contre
la Révolution et le Directoire, quand le général Bonaparte devient premier consul, il lui renvoie ses troupes tout équipées, et Paul Ier devient un ami de Napoléon, du premier consul. Et cela ne plaisait pas à l'aristocratie russe, et ses propres officiers l'ont assassiné. Donc le 12 avril 1801, puisque Paul Ier est décédé et que ce sera donc Alexandre qui deviendra tsar, Guillaume Emmanuel revient au régiment de Séminovski et est directement promu colonel. Donc, entre capitaine et colonel, il manque justement le grade de major, ou qu'on dit en français commandant, qui est le grade que je porte moi-même. Donc, c'est le seul grade que Guillaume Emmanuel n'a pas porté dans la garde. Donc, Alexandre est donc couronné tsar sous le titre Alexandre Ier. Alors, le portrait que nous avons ici, c'est un portrait du musée-palais de Borodino. C'est un portrait assez rare dans ses jeunes années. On connaît beaucoup plus des portraits d'Alexandre lorsqu'il est un peu plus mûr et qu'il n'a plus de cheveux, d'ailleurs. Et Guillaume Emmanuel continue à avoir des relations amicales avec le tsar et il prend des responsabilités. Le 4 mars 1805, il devient commandant du bataillon des chasseurs de la garde sous le prince Bagration. Alors, les chasseurs de la garde, les chasseurs, c'est ce qu'on appelle l'infanterie légère. Ce sont des tirailleurs, ce sont des soldats qui, avant la ligne, font des tirs d'élite pour éclaircir l'adversité. C'est une spécialité française, ça existe dans toutes les armées depuis bien du temps, mais c'est surtout sous Bonaparte qu'ils vont être renforcés. Et donc, les Russes développent également cette arme. Donc, l'image que nous voyons, j'espère, je ne vois pas Lucien, hein, des régiments du chasseur de la garde au début du 19e siècle, c'est à l'heure qui va, on voit que c'est une image vers 1812-1813. Donc tout ça sous les ordres du prince Bagration. Alors le prince Bagration, qui est le portrait suivant, le prince Bagration, c'est la vieille aristocratie russe. C'est important car c'est l'un des rares officiers russes, c'est l'un des officiers russes qui ne parle pas français, mais qui a une importance extrême, surtout auprès des soldats russes. D'ailleurs, les soldats russes le nomment le dieu de la guerre en faisant un jeu de mots avec son nom. Permettez-moi de ne pas le faire, je ne parle pas russe. Donc sous les ordres du prince Bagration, Guillaume Emmanuel va participer aux guerres napoléoniennes. Ça commence par la plus grande bataille de Napoléon, la bataille d'Austerlitz. Guillaume Emmanuel y est présent avec les chasseurs de la garde. Il sera d'ailleurs décoré de la Croix de Saint-Georges de 4e classe à cette occasion. Puis, après être revenu à Saint-Pétersbourg, le 22 mai 1806, son bataillon est augmenté de 2 autres bataillons de chasseurs, ce qui permet de créer un régiment de chasseurs de la garde sous ses ordres et toujours sous l'égide du prince Bagration. Puis ce régiment des chasseurs de la garde part pour ce que Napoléon appelait la campagne de Pologne, c'est-à-dire après la défaite des Prussiens, et suite à la bataille et le 5 juin 1807, le régiment de Guillaume Emmanuel se heurte à la petite ville de Lomitten aux troupes françaises et Guillaume Emmanuel sera fortement blessé. Il sera certes décoré, mais il est blessé par un boulet de mitraille. Alors, un boulet de mitraille, il faut imaginer que ce sont des petits boulets, des billes de fer d'à peu près 2 cm de diamètre, j'ai mis un euro à côté donc pour essayer de montrer un petit peu, qui sont mises en grappe dans une gargousse, donc dans une cartouche de canon, et qui permettent de tirer on dirait shrapnel aujourd'hui, de faire des munitions volantes, et c'est très mortel sur de l'infanterie qui s'approche. D'ailleurs, dans la panique qui suit cette bataille que perdent les Russes, il est mis sur un bateau, et il est emmené jusqu'à Riga. Il est tout d'abord déclaré mort, ainsi que son frère Louis. Ils sont tous les deux déclarés morts. François Emmanuel reçoit la nouvelle de la mort de ses fils, et c'est seulement plus tard qu'il aura une lettre de Louis qui l'informera qu'ils sont bien tous les deux en vie, qu'ils sont tout d'abord à Riga, puis à Mitau auprès de Louis XVIII, où ils sont soignés par le duc d'Angoulême et surtout par les chirurgiens personnels de Louis XVIII. Puis, à la bataille de Friesland, il y aura la paix de Tilsit le 7 juillet 1807, ce qui fait que le tsar et Napoléon ne se battent plus et les troupes du tsar sont à nouveau libres pour s'occuper d'un ancien champ de bataille qui est très très important pour le tsar, c'est les Balkans. Et entre autres, il n'a toujours pas pris la Bulgarie,
Le front est sur le Danube, qui sur la carte que vous voyez est cette ligne noire, c'est le Danube, les lignes rouges étant des frontières de région. Alors, Guillaume Emmanuel va participer avec le nouveau régiment qu'il a sous ses ordres, qui est toujours un régiment de chasseurs, mais cette fois le 6e régiment de chasseurs de la ligne, et il va attaquer diverses forteresses. Alors, on voit sur cette carte, en passant le Danube de droite à gauche, les villes de Rutschuk, Sistov, Nikopoli et un peu petit plus au-dessus, au niveau du G, Lovac. Dans toutes ces villes, ce sont des batailles où participera Guillaume Emmanuel. Plus quelques-unes, à la forteresse de Barachi qui va mener une colonne, il sera récompensé par le grade de général le 26 juin 1810. En septembre 1810, il est à la bataille de Batim. Et surtout, le 13 septembre 1810, il va prendre la forteresse de Sistova et devenir adjudant général. Et enfin, le 31 janvier 1811, il va envahir seul la ville de Lovech, donc qui sur la carte est écrite Lovac, puisqu'elle est écrite en allemand, c'est une carte allemande, et Lovech est le nom actuel. Donc sous le G, entre le G de Bulgarie et le L de Balkan, cette ville est prise par Guillaume Emmanuel qui commande seul ses troupes. Il est donc récompensé, il reçoit la croix de Sainte-Anne de première classe, celle de Saint-Georges de troisième classe. Les Russes ne sont pas avares de médailles, aujourd'hui comme autrefois d'ailleurs, puisqu'on a l'habitude de voir les généraux russes toujours bardés d'un certain nombre de médailles. Il va être appelé à Saint-Pétersbourg, parce que les relations avec Napoléon se sont dégradées. Et il devient adjudant général du Tsar, et sur le portrait que l'on voit d'habitude de Guillaume Emmanuel, le portrait qui est exposé à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, il a une corde, je ne sais plus comment on dit en français, c'est le symbole à l'époque, c'est le symbole à l'époque de son rôle d'adjudant général. Il devient également chevalier de Saint-Vladimir avec une nouvelle croix, et il participe au sein de l'état-major du Tsar à la mise en place des plans de résistance. Alors, les plans de résistance de l'armée russe par rapport à l'armée de Napoléon sont aujourd'hui encore très discutés par les historiens. Il faut savoir que la retraite à l'intérieur de la Russie pour attirer les armées de Napoléon faisait partie des plans. Par contre, dans la réalisation, il va y avoir des chaos, ils vont repartir à l'assaut, puis repartir en retraite. Cela va beaucoup changer. Mais une des options avait toujours été d'attirer Napoléon à l'intérieur de la Russie pour l'affaiblir. Mais le début, ça se passe à la frontière, du côté du Niémen, et Guillaume Emmanuel devient chef d'état-major de Bagration. Alors, on a déjà vu le prince Bagration, mais j'ai déjà dit qu'il ne parlait pas français. À l'époque, le français est la langue internationale, comme aujourd'hui on dirait l'anglais, et il faut savoir que 30% des officiers russes parlent allemand, parlent français, la cour parle français, et Bagration, ne parlant pas français, est un petit peu mis à l'écart. Et surtout, son chef d'état-major, Guillaume Emmanuel, communique directement avec le tsar, son ami, en français, sans passer par son supérieur, le prince Bagration. Alors, évidemment, ça passe mal. Et les relations entre ces deux hommes ne vont pas être bonnes, tout au moins à partir de ce moment-là. Je suppose qu'auparavant, elles l'ont été meilleures, sinon il n'aurait pas été responsable des régiments de chasseurs sous le prince Bagration. Mais au sein de la deuxième armée, cela devient difficile. La deuxième armée de l'Ouest se retrouve très rapidement séparée de la première armée de l'Ouest sous Barclay de Tolly, au nord. Et Napoléon passe le Niémen le 24 juin 1812, va directement sur Barclay de Tolly et envoie Davout faire la chasse à la deuxième armée de Bagration. Elles sont donc séparées et l'armée de Bagration, la deuxième armée de l'Ouest, comme disent les Russes, est obligée de faire sa retraite en passant par le sud et de faire un très long détour. Les deux armées réussissent enfin à se réunir seulement les 16 et 17 août à Smolensk, où il y a une bataille à Smolensk, où Napoléon pense pouvoir détruire l'armée russe, mais elle lui échappe à nouveau. Les Russes se retirent encore, cette fois réunis. Et Barclay de Tolly était très critiqué. Il était ministre de la guerre et responsable principal, son chef de la première armée et responsable principal. Mais bien qu'il ait grandi en Russie, qu'il soit né en Russie, qu'il ait grandi en Russie, comme son nom l'indique, son père était un étranger, c'est-à-dire il était écossais. Et justement, la vieille aristocratie russe se méfie des étrangers, et avec étrangers, elle ne cite pas seulement Guillaume Emmanuel et les émigrés français, mais également des gens comme Barclay de Tolly, qui pourtant sont plus russes que écossais.
L'armée russe se retire et pour finir ces problèmes de rivalité, le tsar nomme comme chef de toutes les armées le prince Kutuzov, qui prend donc les deux armées sous ses ordres et qui va mener une grande bataille, plus pour des problèmes politiques que pour des problèmes stratégiques. Ça va être la bataille de la Moskova, que les Allemands et les Russes nomment la bataille de Borodino. Lors de cette grande bataille, sur l'aile gauche des Russes, donc l'aile droite des Français, il y a ce qu'on appelle les flèches de Bagration. Et les flèches de Bagration, comme le nom l'indique, sont principalement défendues par la deuxième armée de l'Ouest. Et c'est dans ces flèches que vont être blessés le prince Bagration et Guillaume Emmanuel. Ils vont être soignés dans différents endroits au sud-est de Moscou. Le monument de la bataille de la Moskova, c'est le monument principal. C'est-à-dire que c'est un champ de bataille musée depuis 1839 et il y a plus de 200 monuments. Le 27 octobre, après s'être remis de ses blessures, Guillaume Emmanuel rejoint l'armée russe au sud de Moscou et devient adjudant du prince Kutuzov. Mais il ne va pas faire partie de la poursuite de l'armée française. Pendant que Kutuzov envoie ses hommes poursuivre et avec l'aide de l'hiver, avec l'aide de la famine, réduire l'armée française, Guillaume Emmanuel repart en direction de Moscou avec 3000 hommes pour reprendre la ville des Français, qui l'avaient quitté certes, mais le Kremlin était miné, par exemple, il fallait donc faire un certain nombre de choses. Puis il est promu d'ailleurs lieutenant général, c'est-à-dire général de division, et rejoint le tsar. Et le 10 décembre 1812, après la prise de Vilnius, Guillaume Emmanuel et le tsar Alexandre vont visiter les hôpitaux de la ville de Vilnius. Et Guillaume Emmanuel a comme ordre de s'occuper des prisonniers. Il leur fait même en partie verser leur solde. Ce qui est intéressant, c'est que le tsar est toujours habillé d'une manière assez sobre. Et comme les soldats français ne connaissent pas les portraits du tsar, ils le prennent en général pour un adjudant de Guillaume Emmanuel. Vilnius, les morts sont gelés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être enterrés, ils ne vont pas réussir non plus à les incinérer, ils ne seront enterrés qu'au printemps. Les Russes et les Prussiens qui ont changé de camp, enfin qui sont repartis dans leur politique naturelle, c'est-à-dire qu'ils étaient alliés de la France sous contrainte, vont donner la chasse aux Français jusqu'en Allemagne. Et donc Guillaume Emmanuel fait partie à ce moment-là des troupes russes qui marchent en Allemagne. Tout d'abord, au mois de mars, il commande l'avant-garde du corps de Miloradovitch. Il participera le 5 mai 1813 à la bataille de Lützen, ou bataille de Grossgörschen, qui est une victoire française. On croyait que Napoléon était complètement décimé. Or, il revient avec les Marais-Louise et gagne cette bataille et entreprend de poursuivre les armées alliées coalisées russes et prussiennes jusqu'à la bataille de Bautzen en Silésie. Et Guillaume Emmanuel couvre la retraite, entre autres, et il couvre la retraite aussi bien des bataillons prussiens que russes, ce qui lui permettra également d'avoir une décoration prussienne par Frédéric Guillaume II de Prusse, à savoir la Grande Croix de l'Aigle Rouge. Au mois de juin 1813, après la bataille de Bautzen, Napoléon accepte un armistice qui est nommé l'armistice de Clausewitz, et pendant à peu près 2 mois, les belligérants les armes vont se taire. Alors, cet armistice a souvent été critiqué. Ce qui est intéressant, il y a 2 choses. Il y a une chose globale qui est que l'Autriche va se mettre du côté des coalisés. Il y a une chose qui concerne également Guillaume Emmanuel. L'armistice est signé le 4 juin et dès le 6 juin, il quitte son corps et va voir son père à Vienne, capitale de l'Autriche-Hongrie, à 350 km du front. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, à la reprise des hostilités le 10 août, Guillaume Emmanuel n'est pas revenu à son corps d'armes. Il ne reviendra que le 23 août, c'est-à-dire 2 semaines après la reprise des hostilités. Alors, c'est assez particulier pour un commandant de corps qu'il quitte son corps. Un armistice n'est pas une paix, c'est-à-dire qu'il peut être rompu en général avec un préavis de 10 jours à tout moment. Et que fait Guillaume Emmanuel pendant ce temps-là? C'est une question que je n'ai pas su répondre. Alors, il est possible qu'il ait eu des missions confidentielles, diplomatiques. Pourquoi il va à Vienne auprès de l'Autriche-Hongrie? Au moment où l'Autriche finit par se décider de se battre aux côtés des coalisés, a-t-il une mission diplomatique ou s'est-il rendu auprès du tsar, qui ne fait pas partie à ce moment-là, qui n'accompagne pas ses troupes à ce moment-là?
En tant qu'ami d'adjudant général, est-ce qu'il avait peut-être une mission particulière? Je n'ai pas trouvé. Par contre, il est intéressant de remarquer qu'il n'est pas à son corps. Lorsqu'il rejoint son corps le 23 août, il ne le quittera plus. C'est la dernière fois qu'il s'est éloigné de son corps. Octobre 1813, donc c'est la grande campagne, la dernière campagne en Allemagne, la grande campagne contre Napoléon. Alors, Guillaume Emmanuel, il commande le 8e corps d'armée russe. Alors, c'est un corps d'à peu près 8000 hommes. Pour les Français, c'est une grosse division. Pour les Russes, ça s'appelle un corps d'armée. Il est sous les ordres de Langeron. Alors, Langeron, c'est également un Français émigré qui lui-même est sous les ordres du feldmaréchal Blücher dans l'armée de Silésie. La grande bataille, celle dont je parlais en introduction, a lieu du 16 au 19 octobre à Leipzig. C'est la bataille des nations. Alors, très disputée les 16 et 17 octobre. Le 16 octobre, 17 octobre est une pause et 18 et 19 octobre, la bataille reprend de plus belle. C'est quand même une bataille qui a rassemblé au total près de 600 000 combattants. C'est la plus grande bataille de l'histoire mondiale en quantité de soldats engagés, juste derrière Verdun. Seul Verdun a pris le pas sur cette bataille. Guillaume Emmanuel se bat dans le nord de Leipzig, toujours sous les ordres de Blücher, entre autres au petit village de Möckern, qui aujourd'hui est un quartier de Leipzig. Alors, il y a une stèle à Möckern. Donc, la stèle, elle est dans un état relatif. Et j'ai une photo avec un agrandi. Il est écrit sur cette stèle Genleut, au général-lieutenant, Saint-Prix, 12.000 Mann, donc 12 000 hommes russes. C'est assez succinct, mais ça montre ce qu'il faisait. Suite à la bataille, le tsar fait remettre cette fois à Guillaume Emmanuel un sabre richement décoré de diamants. C'est-à-dire les armes d'honneur existent autant que les décorations. Napoléon fuit derrière le Rhin. Il passe le Rhin le 2 novembre à Mayence. Et les Russes et les Prussiens le suivent. Et en face de Coblence, les premiers Cosaques sont vus le 3 novembre 1813. Et c'est là que intervient Guillaume Emmanuel, puisqu'il sera en face de Coblence avec son corps d'armée. Il installe son quartier général à Ehrenbreitstein, donc, qui est aujourd'hui la forteresse en face de Coblence, qui à l'époque est une forteresse détruite, mais ça n'empêche pas qu'il y a un glacis, qu'il y a de la place pour mettre les soldats. Guillaume Emmanuel lui-même, par contre, s'installe au château d'Engers. Donc, autant se mettre dans un beau château que d'être sous la tente avec les soldats. C'est la différence entre Guillaume Emmanuel et Napoléon, entre autres. Dans ce château, il va donner des fêtes et il va également communiquer avec les princes de ville, les princes locaux. Le passage du Rhin est allié en même temps, c'est-à-dire à la nuit de la Saint-Sylvestre, 1813-1814. Et les Français ont très peu de troupes et s'enfuient dans les collines. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu avant, une fontaine avait été inaugurée le 15 août à la Saint-Napoléon, donc à l'anniversaire de Napoléon, à Coblence. Et c'est justement en 15 août 1812, au tout début de la campagne de Russie. Et l'inscription sur cette fontaine est en 1812, mémoriable par la campagne contre les Russes sous le préfectorat de Jules Doizan. Alors, le nouveau commandant russe de la ville de Coblence, qui s'appelle Magdenkov, a hésité à détruire cette fontaine, et puis finalement, il a eu une meilleure idée, ou un de ses chefs a eu une meilleure idée. En l'honneur de leur chef de corps, donc Guillaume Emmanuel, ils ont fait ajouter, en français administratif, vu et approuvé par nous, commandant russe de la ville de Coblence, le 1er janvier 1814. Et cette fontaine existe encore. C'est ça qui est bien. Donc, à Coblence, il ne reste que 5 jours. Le 5 janvier, ils repartent et vont vers Mayence, où ils participent au siège jusqu'au 14 février, avant de partir pour la France. Le 12 mars, Guillaume Emmanuel envahit la ville de Reims. Et dès le lendemain, une contre-attaque est menée par Napoléon. Et Guillaume Emmanuel va être mortellement blessé. Alors, cette peinture est aujourd'hui exposée au musée de l'artillerie de Saint-Pétersbourg. Et ce que nous voyons, c'est Guillaume Emmanuel, mortellement blessé, qui est emmené. Au fond, sur la droite, nous voyons la cathédrale de Reims. Devant, à gauche,
nous reconnaissons un cosaque sur son cheval et juste devant les troupes russes en ligne et tout au fond les canons français donc qui ouvrent le feu. Guillaume Emmanuel d'ailleurs est blessé mortellement par un boulet de canon ou un éclat d'obus venant de la batterie de la garde de Napoléon. Et Napoléon parle de cet événement dans les mémoires de Lascaz qu'il écrit à Sainte-Hélène. Il le parle en relation avec la bataille de Dres où Moreau avait été blessé mortellement par la même batterie. Et Napoléon, je cite, dit « Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que dans une action qui eut lieu quelque temps après, ayant ordonné au même officier d'artillerie de tirer avec les mêmes canons dans des circonstances à peu près semblables sur un groupe d'officiers, le général Saint-Prix fut tué avec plusieurs officiers. » Guillaume Emmanuel est sauvé par le bataillon de Ryazan et il demande justement au colonel Skobelev de l'emmener. Alors, Skobelev a écrit des mémoires qui ont été publiées par un historien géorgien et je vais citer également. Alors, c'est très emphatique car les Russes ont une manière de parler assez spéciale et de plus, ce sont des mémoires russes traduits en anglais que j'ai retraduits en allemand puis en français. Alors évidemment, ça donne un texte un peu spécial. Sauvez mon honneur, mon cher Skobelev. Si j'étais pris, mon honneur serait compromis. Je méprise la mort, et même si je n'en peux plus, j'aurais appris quelque chose des braves guerriers du régiment Sravayansky. Et le colonel lui répond, Votre Excellence, rien ne touchera à votre honneur, ni la mort prochaine, ni même la destruction du monde. Je jure pour moi-même et pour tous mes camarades que l'ennemi ne posera pas la main sur vous. Même lorsque le dernier d'entre nous, qui avons décidé de nous sacrifier pour vous, avec gloire, pour Dieu, et étant fidèle à notre devoir, sera tombé. Et il se retourne vers ses compagnons et dit, répétez ce serment, mes amis. Laissez-nous prier avec ferveur que Dieu donne son incommensurable bénédiction aux loyaux serviteurs de la Russie et du Tsar. Jusqu'à présent, nous avons montré comment se battent les Russes. Laissez-nous désormais montrer comment ils meurent. Et ces soldats lancent le tchako en l'air et crient tous ensemble nos jurons. Alors, c'est très spécial. Évidemment, ça correspond tout à fait à ce que l'on entend même aujourd'hui d'un certain nombre de soldats russes. C'est leur manière d'être. Saint-Priest est grièvement blessé, son épaule elle est pulvérisée. Et au bac de Berry-au-Bac, ses pansements sont refaits, les os sont extraits et son bras ne tient plus qu'à la peau. Les os de la poitrine sont même visibles. Et la gangrène se développe. Et il va être transporté à Laon, où il va en survivre dans des douleurs atroces pendant encore 2 semaines. Et il va mourir le 29 mars 1814, vers 2 heures du matin, dans la ville de Laon. Il est enterré dans une chapelle de la cathédrale. Alors, cette chapelle existe encore, mais il n'y a plus le tombeau de Guillaume Emmanuel. Car après sa mort, son histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Tout d'abord, il reçoit la croix de Saint-Georges de 2e classe de manière posthume, que le tsar lui fait renvoyer. Cette croix n'est décernée que pour la prise d'une ville. Or, c'était bien ce qu'avait fait Guillaume Emmanuel le 12 mars, la veille de la bataille mortelle. Le 24 août 1824, son frère Louis le fait exhumer et réinhumer dans la même chapelle, sous un grand monument. Et c'était a priori un monument grandiose sur lequel tous ses titres étaient gravés. Et bien justement, ça va lui être fatal puisque le 25 janvier 1831, après la révolution de 1830 et la réintroduction du drapeau tricolore, les actions de la Grande Armée et de Napoléon sont remises à l'honneur et donc Guillaume Emmanuel est considéré comme traître. Alors je peux vous dire que dans mes activités au niveau du souvenir français, j'ai contact avec des officiers généraux français, ils apprécient toujours pas qu'on ait pu se battre contre la France, même 200 ans après. Et la municipalité a à l'époque demandé de faire enlever le corps et le monument. Et nous ne savons pas aujourd'hui où est sa sépulture. Guillaume Emmanuel n'a pas laissé non plus de descendants connus. Alors, bon, voilà pour sa biographie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement son style de vie. Alors, comme je le disais en introduction, nous faisons de l'histoire et de la reconstitution, c'est-à-dire que notre rôle est d'expliquer et de représenter quelque chose. Et son style de vie n'est pas du tout le genre de choses que j'attends d'un officier supérieur, mais il faut le remettre à sa place. Nous parlons de la très haute noblesse française. Nous parlons d'un style de vie qu'il a appris par son père. Il est ami du tsar. Lorsque l'on remet tout ça ensemble,
il fait des voyages en Ukraine, il fait des fêtes partout où il passe. Après Austerlitz, quand il repart vers Saint-Pétersbourg, il faut savoir qu'après Austerlitz, la Russie est battue avec l'Autriche. L'Autriche signe la paix de Presbourg avec Napoléon, mais la Russie n'est toujours pas en paix. Ça n'empêche pas Guillaume Emmanuel de s'arrêter à Cracovie le 23 décembre 1805 et d'y habiter un des rares châteaux et d'organiser des fêtes. Il fait au moins venir des danseurs et des musiciens. Lorsqu'il se prépare pour s'opposer à Napoléon lors de la campagne de Russie et qu'il descend au mois d'avril 1812 pour prendre sa place dans ce corps, il fait des petites étapes. Il s'arrête partout, à Vitebsk, Mohilev, Ovruch, Sutomir, Vartish et d'autres lieux. Et à chaque fois, il y décrit la société locale. Ça semble donc lui être tout aussi important que tous ses papiers militaires. Au château d'Engers, il communique avec les princes de Wied et il fait des fêtes. Lorsqu'il passe dans la campagne de France, le 18 février 1814, à Deux Ponts, Zweibrücken aujourd'hui, la population donne un bal en l'honneur des officiers russes. À Nancy, le 23 du même mois, les officiers vont au théâtre. On connaît même la pièce, c'est la Folia. Le 3 mars à Chalon-sur-Marne, ces troupes sont décrites par un témoin oculaire. L'infanterie se composait de grenadiers russes habillés à neuf. L'artillerie, toute neuve, caissons et harnais, étaient attelés de chevaux appareillés sur la couleur de leurs robes. Le moindre de ces chevaux aurait encore fait un beau carrossier. Donc on a plus l'impression d'un défilé que d'une campagne militaire. Et puis à Reims, le 13 mars au matin, il faisait faire chanter un Te Deum pour célébrer sa victoire. Et c'est juste après le Te Deum d'ailleurs que le canon de Napoléon va les rappeler à la réalité. Voilà donc en gros ce que j'avais à vous dire sur Guillaume Emmanuel. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus, Lucien Charbonnier a donc mon livre à disposition. Et puis, je vous remercie de votre patience. Merci. Merci Jean-Noël, c'était très clair et très passionnant, c'est un vrai livre d'aventure. Alors, en complément, sur la question de la dernière sépulture de Guillaume Emmanuel, on a peut-être une piste à défaut d'avoir une réponse fixe. Est-ce que tu l'as ? Non, tu l'as pas. C'est que d'après une lettre qu'on aurait retrouvée dans la famille des descendants, après 1830, les restes de Guillaume Emmanuel auraient été rapatriés au cimetière de Saint-Priest pour être mis avec la dépouille de son père. Voilà. Donc sur la place de l'église à côté ici. Et en 1847, lorsque le cimetière de Saint-Priest a été... voilà, Jean-Noël, tu es en grand écran, maintenant tout le monde te voit. Et apparemment, en 1847, lorsque le cimetière de Saint-Priest a été déménagé où il est aujourd'hui, rue de l'Égalité, l'autre fils, Armand, a acheté une concession au cimetière de Loyasse pour son père, mais sans doute que le fils, Guillaume Emmanuel, a été adjoint à son père. D'ailleurs, à Loyasse, il y a la concession à deux places, on va dire. Donc logiquement, ça aurait été pour le père et pour le fils. Donc ça, c'est resté un secret de famille et puis un secret tout court, parce que dans les documents administratifs, normalement, dans la gestion d'un cimetière, tout doit être noté, et là, rien n'a été noté. Donc on peut supposer qu'en 1830, il y a eu un passe-droit et un arrangement entre les autorités et la famille. Mais sans doute que... parce que François Emmanuel voulait, lorsqu'il est revenu à Saint-Priest en 1816, 15-16, il voulait élever un monument à la gloire... enfin, en souvenir de son fils. Donc on aurait pu avoir à Saint-Priest, à côté du château, un monument commémorant la vie et la mort de Guillaume Emmanuel. Bon, ça n'a pas été fait, c'est vrai que c'était plus dans l'air du temps, mais sans doute que si vous allez au cimetière de Loyasse, on y était avec Gilles avant-hier, il y a un beau monument en marbre blanc, et qu'il faudra rénover d'ailleurs, Régis. Et... voilà, donc on a peut-être une solution, une réponse au mystère. Ça reste à prouver, donc ça reste à travailler, Jean-Noël. Voilà, ben on est heureux de t'avoir... je ne vois qu'une solution, mais elle est assez délicate, ce serait une exhumation.
Voilà, comme proposait notre ami Gilles, d'avoir une vérification ADN, quoi. Voilà. Ah, mais déjà, rien que si en ouvrant la tombe du père, il y a 2 corps qui sont enterrés, ça donnerait déjà un élément de réponse. Ah oui, là, ça serait une preuve indéniable, hein. Indéniable. Je regrettais vivement que ton absence, mais là, tu es vraiment parmi nous et c'est génial. Et puis bon, avec tes favoris, là, on voit tout de suite que tu es impliqué dans l'affaire, hein. Alors, les favoris, ils ont une explication très simple. Il suffit de regarder le portrait de Bagration. C'est ton prochain rôle, donc. Si tu regardes dans les documents, Bagration, il a les favoris et je me suis inspiré de lui puisque c'était la mode dès 1790 jusqu'à la fin du 19e siècle, et pas qu'en Russie. Pensez à Abraham Lincoln. Oui, ah oui, bah, Jules Ferry, hein, exactement aussi, oui, d'accord. Ou à Jules Ferry. C'était la mode à l'époque et ça va très bien avec mes uniformes. Tout à fait. Eh ben, on espère aller te voir rapidement à Coblence et puis avoir ta visite à nouveau à Saint-Priest avec plaisir. Très volontiers. Vous êtes les bienvenus. D'ici là, je pourrai remarcher. Tous nos voeux, Jean-Noël, et merci beaucoup pour ta participation. Merci. Eh ben, merci aussi. Bonne journée à tous. Au revoir.